dans 15 ans, j'espère que toutes les méthodes alternatives et les compétences psychosociales qu'on essaye de développer avec les enfants porteront leurs fruits et que ça permettra d'avoir des travailleurs épanouis, donnant du sens à leur travail. Bonjour et bienvenue dans Vision, un monde du travail en mutation. Aujourd'hui, nous plongeons dans les métiers de l'enfance et le système éducatif avec Delphine Lebègue, directrice de l'action éducative à la mairie de Bois-Colombes. Bonjour Delphine. Bonjour Laure. Alors Delphine, quelle transformation as-tu observée dans le système éducatif depuis le début de ta carrière ? Alors, je dirais surtout que ça a commencé en 98. Bon, l'année où moi j'ai été stagiairisée dans la fonction publique avec cette filière animation. Et puis jusqu'en 2013, il y a quand même eu une période assez riche sur cette tranche-là où on a vu apparaître les AVS pour la partie un peu individualisation qu'on appelle maintenant les AESH, qui sont en accompagnement des enfants en situation de handicap. En 99, on a eu aussi ce qu'on appelle le PAI chez nous, le projet ou plan d'accueil individualisé, également sur la même période. La professionnalisation des animateurs qui a quand même permis, alors, en tout cas qui a changé un petit peu le métier et qui a fait évoluer ou en tout cas fait apparaître de nouvelles formations pour ça. On a eu aussi l'entrée du numérique, beaucoup sur les années 2000, 2010 encore un bon coup de fouet et en 2013 ce fameux PEDT qui est apparu avec les rythmes scolaires où on est passé à la journée de 4 jours et demi pour revenir à la semaine, de 4 jours et demi pour revenir à la semaine de 4 jours. Donc le PEDT, quand même, le projet éducatif territorial, c'est bien ça? Oui, exactement, en 2013. Donc vraiment beaucoup, je trouve, de choses sur cette période-là et aussi la loi de l'inclusion en 2005 qui a aussi évidemment changé aussi les choses au sein de l'école. Voilà. En gros, j'ai peut-être pas oublié, mais en tout cas pas encore parlé des pédagogies actives, parce qu'il y a eu aussi cette introduction-là, mais peut-être qu'après c'est mieux dans Oui, on va en parler un peu plus tard, tout à fait, mais il y a eu aussi ce mouvement. Alors justement, toi, tu étais éducatrice au tout début, donc tu viens du terrain, donc tu as vu différents métiers. Tu peux nous dire très rapidement justement ton parcours? Oui, alors j'ai commencé animatrice. Bon, j'ai plutôt un DUT carrière juridique de base. C'est vrai que je cherchais un métier où on trouve du sens à ce qu'on fait, où je me sentirais utile. Donc j'ai eu l'occasion pendant mes études de faire des vacations d'animation. Et puis finalement, je suis restée dans ce domaine-là. Ensuite, j'ai été au fur et à mesure coordinatrice d'accueil et ainsi de suite, jusqu'à chef de service sur la partie des 3-25 ans, puisque j'avais un service enfance et aussi un service jeunesse dans mon ancienne collectivité. Et puis, depuis 3 ans, je suis directrice de l'action éducative à la ville de Bois-Colombes, où là, je coordonne, on va dire, et j'impulse des projets pour les 3 services, enseignement, enfance, restauration, gardiennage, entretien. Bon, vraiment, tous les acteurs qui sont au sein d'une école, à part évidemment l'éducation nationale, et encore qu'ils interviennent avec nous sur des temps comme l'aide aux devoirs, sur d'autres temps aussi péri extrascolaires. Mais enfin, c'est tout ce qui est du matin au soir, les mercredis et les vacances auprès des enfants 3-11 ans. Alors justement, qui fait quoi dans l'école? Parce qu'il y a plein de métiers auxquels on ne pense pas. Tout à fait. Alors, il y a avec l'éducation nationale les enseignants déjà, qui eux sont là pour instruire, d'apporter les apprentissages scolaires. Et puis, il y a ce qu'on appelle les AESH, qui sont là pour les enfants qui sont en situation de handicap. Ça, c'est plutôt côté éducation nationale, même s'ils peuvent intervenir aussi sur les temps péri- et extrascolaires, en plus du temps scolaire. On a aussi donc les animateurs qui sont là le matin, le midi, le soir, les mercredis, les vacances. Eux, ils sont plutôt là pour développer tout ce qui est, je dirais, apport personnel, social et apporté par le jeu plutôt, de façon ludique. Un complément
aux apprentissages scolaires. Qui dépendent, eux, de qui? De la ville. De la ville. De la collectivité, tout à fait. Avec les animateurs, on a aussi nos ASEM, donc là, qui sont agents spécialisés en école maternelle, qui accompagnent sur le temps scolaire les enseignants, mais également sur le temps périscolaire les animateurs. Voilà. Donc ils ont une double autorité, donc c'est un statut un petit peu différent. Et puis nous avons aussi nos agents de restauration, nos agents d'accueil, nos gardiens, nos agents d'entretien, qui s'occupe d'apporter l'hygiène, la sécurité, de contribuer au sein de l'école, au bien-être évidemment des enfants. Il y a les parents, on ne peut pas les oublier, hein, les associations, les parents élus, très importants, qui sont là pour créer du dialogue. Donc tout ce monde-là, voilà, normalement, travaille ensemble pour l'épanouissement et le bien-être des enfants. Et c'est vrai qu'on pense toujours beaucoup aux métiers en lien à l'éducation, mais on ne pense pas à tous les métiers en lien au bâtiment, et puis comme la restauration, comme le nettoyage, qui sont aussi, j'ai envie de dire, très importants. Oh oui, hein, oui, très important. L'enfant est en effet accueilli non pas que sur les temps scolaires, mais sur une partie plus large, dans la journée, sur un lieu. Il faut coordonner tout ça, il faut créer des passerelles, il faut que ce soit transparent et qu'il y ait une continuité et une vraie cohérence justement pour l'enfant au sein de sa journée. Oui. Alors quel est le rapport au travail dans ces métiers ? Alors, très particulier. Ouais. Hein, c'est un rapport avec une forte dimension humaine. Il y a un engagement fort, personnel. Quelquefois, ça peut même poser des soucis, hein, avec la limite entre le personnel et le professionnel. Ouais. Mais en tout cas, il y a vraiment ce sens-là qu'on retrouve d'investissement très fort. Il y a aussi la partie très collective. Oui. C'est une autre forte dimension. La coopération, la collaboration, on travaille souvent en équipe. Moi, j'ajouterais le sens du service public. Parce que ça, voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me semble très, très important, d'incarner aussi ces valeurs de la République. Et donc, tout ça, finalement, crée un épanouissement, parce que ce sont des métiers qui sont voilà, très, très riches, oui. Mais aussi un épuisement. Parce que parallèlement, il y a énormément d'investissements. Il y a toujours cette base d'éducation populaire qu'on retrouve avec un engagement, un volontarisme. Donc, ce sont des métiers qu'on peut dire à vocation. En tout cas, c'était le cas quand je suis rentrée il y a 30 ans en arrière. C'est ce que tu mets derrière le sens du service public. Qu'est-ce que tu y mets exactement? Parce que c'est vaste. Alors, j'y mettrais l'égalité, mais plus que ça, l'équité. Moi, je suis plus pour voilà, cette notion d'équité, de neutralité, de transparence, de fraternité, tout ce qui pourrait, en tout cas, contribuer à travailler ensemble, à partager, à être à la disposition ou au service, en tout cas, de la population, des familles, des enfants qui ont besoin de nous, hein, de ces acteurs éducatifs qui contribuent fortement à leur évolution pour devenir des citoyens, je dirais, épanouis et capables, en toute autonomie, en tout cas, d'avoir une vie adulte. Ouais. Alors, dans le cadre de ton activité, tu mets en place le projet éducatif territorial, hein, le PEDT. Alors, est-ce que tu veux nous en parler? Parce qu'il est, pour toi, très important. Et selon la manière dont on le fait, il va apporter aussi des choses différentes. Ah oui, alors ce projet, c'est un vrai socle. Il est élaboré à la base par la commune. Mais l'idée, c'est de le construire avec les partenaires. C'est d'en faire un outil très transversal et collaboratif. Donc, ce PEDT, il est donc, après cette élaboration, enfin cette proposition d'élaboration par la collectivité. C'est quoi son objectif déjà? Dis-moi, parce que pour toi, il est évident, je pense, mais il n'est pas forcément pour tout le monde. Qu'est-ce qui va cadrer? Oui, alors l'idée, c'est vraiment qu'il apporte justement, qui reflète les orientations éducatives d'une collectivité et de ses partenaires. C'est un petit peu ça, c'est qu'on doit y voir à travers des intentions éducatives fortes pour la réussite des enfants. Ça, c'est vraiment le principal. Derrière ça, il peut avoir une tranche d'âge
différente en fonction des collectivités. Il peut aller de 0 à 25 ans ou être plus restreint avec un 3-11 ans. Ça, chaque collectivité le décide. Ça change tout quand même en cadre. Voilà. Pas du tout la même chose. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc, à partir du moment où on y a plus de partenaires, forcément, son cadre évolue, son champ, il y a plus de passerelles et donc plus de services autour de cette élaboration. Le principal pour moi, en tout cas, c'est de le créer ensemble. Donc, d'être vraiment en toute confiance avec sa direction générale et ses élus, pouvoir être identifié comme pilote, référent de ce dossier pour pouvoir après solliciter les partenaires et les intégrer dès le début à la construction des axes forts qui se déclinent en objectifs. Ensuite, les objectifs, on crée aussi des effets, des indicateurs, des effets attendus et tout ça nous donne un plan d'action qu'on est censé élaborer, en tout cas ensemble, pendant 3 ans. Un PEDT a une durée de vie de 3 ans. Là, actuellement, on est sur des possibilités d'avenant, donc il y a des chances qu'il passe à 5 ans, puisqu'on va pouvoir le prolonger de 2 ans. Mais il a vocation à tout le temps évoluer. Il est en lien aussi avec ce qu'on appelle l'analyse des besoins sociaux, un vrai diagnostic de territoire. Donc forcément, si les besoins changent sur le territoire, nous devons faire évoluer ce document, puisque ce document, à la fin, il est censé apporter, encore une fois, contribuer, comme on dit plusieurs fois, à l'épanouissement des enfants et donc à les aider à grandir. Donc il a des axes très particuliers, on est beaucoup sur la complémentarité éducative pour que le parcours soit fluide, soit pertinent et soit surtout cohérent. On est aussi sur l'inclusion, sur l'accès à tous les publics. On va aussi s'atteler beaucoup sur la communication avec les familles, comment on peut soutenir cette parentalité. Et puis, généralement, on travaille sur la partie vivre ensemble, citoyenneté, pour qu'ils deviennent des vrais acteurs à part entière. Donc, il y a vraiment beaucoup d'objectifs très différents où tout le monde peut se retrouver à un moment donné. Et l'idée, voilà, c'est de travailler tout ça ensemble. Alors, tu as un exemple ? Par exemple, de quelque chose qui a été mis en place Oui, alors on a un exemple. Alors moi, j'aime bien donner des exemples de projets qui finalement concernent plusieurs services ou plusieurs partenaires. Donc là, cette année, on a fini la charte des collaborations en école maternelle. Donc une charte qui permet rapidement de voir quelles sont les responsabilités de chacun au sein de l'école, quelles sont les fonctions et les missions, comment on travaille le partage des locaux. Vaste sujet, comment derrière on peut s'occuper aussi gérer cette inclusion, qui en charge, comment, pourquoi, et rappeler l'intérêt aussi de faire ce genre de document qui rassemble. C'est important. Ce PEDT, il est important aussi parce que l'école se décentralise depuis un moment. Et il vient finalement protéger un peu cette décentralisation qui pourrait partir un peu dans tous les sens. Donc il vient mettre un socle en commun et se dire on a un référentiel ensemble et on a une base en tout cas sur laquelle s'appuyer. Oui, puis ça colore un peu le territoire aussi en fonction des besoins du territoire justement qui peuvent être très différents selon le lieu, selon si on est plus en ville, si on est plus à la campagne. On va avoir des besoins très différents, donc ça permet aussi de, je pense, tu me dis si je me trompe, mais de spécialiser un peu en fonction des besoins du lieu. Oui, on va y trouver le fonctionnement. Des services et on va derrière en effet voir des axes évoluer chaque année parce que chaque année il faut prioriser. On peut faire un plan d'action mais les choses évoluent. C'est d'abord un des rapports aussi dont je n'ai pas parlé. C'est un métier qui est très évolutif. Donc il faut tout le temps être en mouvement. Et donc chaque année il faut se revoir et chaque année il y a cette gouvernance qui permet de revalider des axes forts et de faire changer les choses s'il y a besoin. Qu'est-ce qui fait que, il peut y avoir une commune qui choisit justement d'être juste sur les 3-5 ans, je dis, ou d'être justement, comme tu disais, 3 à 25 ans Comment on fait ce choix ? Alors, c'est vrai que les deux communes dans lesquelles j'ai travaillé, on a fait le choix d'être sur des 0,25, mais ça va peut-être dépendre aussi des activités que la commune propose aussi, et puis du pilote. C'est quand même quelque chose qui n'est pas
toujours simple. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui vont rentrer en jeu. Mais c'est vrai que l'intérêt du 0,25, c'est vraiment de démarrer dès l'entrée dans nos services et l'accompagner jusqu'à la sortie du jeune adulte. Donc, c'est très intéressant. Oui. Et puis, ça mobilise plus de services. Là, on va avoir des services de sport, on va avoir des services culturels, on a la petite enfance, on a l'enfance, on a l'enseignement, on a vraiment, alors j'en oublie, hein, le CCAS qui participe aussi, beaucoup de services. Et puis, ce PEDT, il est quand même fort parce que déjà, il apporte aussi des subventions, hein, il permet une réglementation différente. Et puis, il est signé donc par la direction de la CAF, par la préfecture, par la direction académique d'éducation nationale et puis par monsieur le maire qui représente la commune. Donc ce sont tous les intervenants qui interviennent également dans leur mise en place ou c'est surtout la commune qui le crée? Donc, toi, qui en es la responsable, si je comprends bien. Alors, c'est la commune qui décide d'élaborer ou non un PEDT. Oui, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. On est très fortement encouragé. Oui. Et après, une fois qu'on l'élabore, par contre, il faut tous ces signataires. Donc, ces signataires, ils arrivent après le projet? Parce que tu me disais, c'est important d'inclure aussi les intervenants. Ils n'arrivent pas après, mais en tout cas, ils sont tout le temps à valider au fur et à mesure, par ce qu'on appelle des copiles chez nous, mais des comités. Voilà, au fur et à mesure, ils valident, ils considèrent qu'en effet, ils peuvent ou non signer. Donc, on a des bilans, on a une évaluation aussi à faire. Donc, c'est une partie qui est quand même assez difficile. Donc, il faut vraiment être organisé pour anticiper les choses et en faire un moment justement de partage et de vraie analyse des freins et des leviers pour pouvoir justement derrière, encore une fois, faire évoluer les choses. Tu me disais justement que dans ton métier, là, il y a une vraie dynamique de projet, hein, on est vraiment dans un format projet, des copines d'ailleurs, et qu'il y a une part énorme de management qui est importante, qui a quelque chose de central pour toi. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Parce que je sais que c'est un point important. Oui, c'est important. Mais moi, j'aime bien utiliser des méthodes de centres sociaux. Parce que je trouve que ça rassemble. Tout le monde peut s'exprimer. Donc, ça peut être avec un support comme les post-it, ça peut être avec des gommettes, ça peut être des supports qui tournent de table en table, par petits groupes. Mais en tout cas, chacun peut apporter quelque chose, interagir. Et donc, ça, je trouve ça très important. Et de manière générale, le management, c'est aussi comme ça qu'il faut voir les choses. C'est une vraie collaboration. On apporte, on fait monter en compétences, on est là en soutien au quotidien. Et donc, quand on a en effet, dans ma direction, il y a 270 agents, donc de strates différentes. Hein, donc, c'est important de s'adapter et de connaître bien les enjeux du terrain et en tout cas d'avoir une posture qui leur permet à eux d'être dans des conditions de travail agréables. Alors, je te propose de passer maintenant à un deuxième sujet d'importance, on va dire, dans le système éducatif, qui sont les méthodes éducatives. On est plus sur ce point-là. Donc, pour effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, amener les enfants à être bien dans leur vie, un épanouissement professionnel, et puis dans leur vie de manière générale, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Quelles sont pour toi les méthodes éducatives à faire évoluer? Voilà, je te laisse. Bon, mais il y a plusieurs choses. Moi, je crois au développement des compétences sociales auprès des enfants. Je trouve que aujourd'hui, on a des outils qui permettent de développer ces sentiments importants d'appartenance, de compétence, d'importance. C'est primordial de travailler autour des émotions, d'être maintenant dans le développement du savoir-être, pas que de savoir-faire. Donc ça, c'est très, très important. C'est fait dans les entreprises, d'ailleurs, de plus en plus. Hein, oui, parce que ce qui marche pour les enfants marche pour les adultes. Et évidemment, c'est bien évidemment, et plus, je dirais même qu'un acteur éducatif, plus il sera bien, plus ce sera simple d'accompagner l'enfant, ou en tout cas déjà de comprendre. Donc il y a aussi justement tout le travail sur la posture de l'acteur éducatif en complément. C'est-à-dire que s'il ne comprend pas pourquoi il est là, s'il ne donne pas sens à son travail, ça va de toute façon être plus compliqué.
s'il veut apporter un cadre qu'on appelle sécure aux enfants, il va falloir que lui-même, il arrive à prendre des décisions et à je dirais, analyser les situations pour prendre ces bonnes décisions. Donc, comment nous, on arme aussi ces agences, ces acteurs éducatifs pour que derrière, ils aient ces compétences pour accompagner eux-mêmes les enfants. Donc, il y a déjà, voilà, ces 2 volets. Et je suis assez attachée aux pédagogies actives et alternatives que je trouve, pas encore assez visible dans les écoles publiques en France. Et ce séminaire que j'ai eu la chance de faire en Finlande en 2018 a été vraiment un moment très fort et très très intéressant pour voir comment le système nordique évolue et qu'est-ce qu'on peut nous prendre de ça pour adapter en France et faire évoluer des méthodes. Parce que là-bas, ils utilisent beaucoup, donc tout ce qui est un peu... Alors, c'est un mélange, hein, et on a pas mal de Freinet, on a Montessori, on a plusieurs choses. Alors, en 2 mots, dis-nous, Freinet, Montessori, comment tu résumerais les choses? Alors, évidemment, ça va être résumé, hein, on entend bien, mais... Alors, Célestin Freinet, pour moi en tout cas, ce que j'en ai bien compris, c'est plus la notion du collectif, de l'expression. Donc, c'est vraiment un travail de groupe. Voilà, de réalisation, c'était un professeur, donc une méthode quand même un petit peu différente de Maria Montessori, elle qui était médecin, et puis qui avait plutôt cette vision des choses par rapport à son environnement. Donc la coopération, l'expérience, mais très liée à l'environnement. Donc finalement, je me dis que ces 2 méthodes un peu mélangées, on peut en faire des choses extraordinaires. Et c'est vrai que là-bas en Finlande, même si la plupart des villes, des pays nordiques font pareil, c'est vraiment très prégnant parce qu'on voit ces enfants qui finalement apprennent plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire qu'ils vont solliciter par une activité motrice leur développement aussi mental et intellectuel. Et donc, ce que j'ai particulièrement trouvé extraordinaire, c'est quand ils font des maths et de la gymnastique en même temps. Oui. Voilà, ça, vraiment, c'est intéressant. Ils vont utiliser l'escalier pour apprendre à compter. En fait, tout va servir. Oui. C'est plus Freinet, ça, à l'origine ou non, c'est un peu un mix qu'ils ont fait eux aussi? Je pense que voilà, ça va dépendre des écoles aussi, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'utiliser le matériel. D'ailleurs, ils font beaucoup de cours en extérieur, hein, en forêt. Oui. La nature est très propice. J'entendais il n'y a pas longtemps, justement, une enseignante parler un peu de ce qu'ils font même en France, sortir, alors que tous les 15 jours, c'est un peu encore juste, mais c'est intéressant, et de voir que les enfants arrivent à se concentrer 3-4 fois plus quand ils sont en extérieur, dans un environnement comme ceci. Ils vont utiliser beaucoup les matériaux bruts, les matières premières, et puis ils vont aussi apprendre cette vie quotidienne, c'est-à-dire qu'ils vont participer beaucoup aux tâches, ils vont laver l'aquarium, ils vont faire du jardinage, ils sont dans la construction, j'ai même vu des ateliers de bricolage pour des enfants dans la matière, très jeunes. Ils sont plus dans la matière que dans... Exactement, dans la tête. Matière. D'ailleurs, l'enseignant là-bas, plus il est inutile, mieux c'est. C'est vraiment l'idée d'être un guide, plus finalement qu'un instructeur. Donc il y a vraiment une autre approche de l'apprentissage. Et d'ailleurs, même je dirais qu'au début, c'est plutôt apprendre à apprendre et ensuite apprendre. Mais voilà, ça va pas aussi vite finalement que nous. Et ça, c'est vraiment intéressant. Oui, tu disais apprendre plus par l'expérience que par l'instruction. C'est ça, apprendre tout à fait par l'expérience. Ça, on a vraiment... il semblerait qu'il y ait vraiment des résultats très intéressants. Il y a des choses qui se font déjà, parce que je sais qu'il y a des enseignants qui utilisent Montessori, plus ou moins, mais qui n'ont peut-être pas le soutien qu'ils pourraient avoir. C'est peut-être un peu fait... Chacun de son côté, on va dire. C'est encore un petit peu... C'est encore un petit peu ça, c'est dommage. Mais c'est vrai qu'il faut aussi... Il faut un petit peu de budget aussi, il faut des moyens, hein, puisqu'il faut les enfants, s'ils arrivent à choisir leur propre mobilier, par exemple, ils s'y sentent forcément mieux. Oui. Voilà, il y a aussi des petites choses comme ça qui vont s'ajouter. Mais c'est déjà une
une philosophie, hein, en tout cas, que je trouve voilà, très, très importante pour que chaque enfant qui est quand même aujourd'hui différent puisse se retrouver au sein Oui. d'un espace. Parce que c'est vrai qu'ils apprennent quand même beaucoup plus par le jeu, plus facilement par le jeu, en tâtonnant, Oui. en expérimentant, que par juste un emmagasinement d'informations. C'est le principe de Montessori, ça, d'être plus dans les enfants tests. Et en plus, ça inclut plus facilement les enfants atypiques, entre guillemets. Alors atypiques, on met plein de choses dedans, hein, mais peut-être neuroatypiques ou qui ont des problématiques. Il me semble que ces méthodes, en tout cas Montessori, justement, permet plus facilement à ces enfants-là de suivre et du coup permet une inclusion et un plus aussi pour les enfants qui n'ont pas ces problématiques, on va dire. Hein, mais donc du coup, ça permet aussi d'enseigner à des enfants différents. J'ai envie de dire un ensemble d'enfants qui ont chacun des... Oui, parce que le cadre est moins rigide. Voilà, c'est beaucoup plus souple. Oui. Donc chacun va pouvoir s'épanouir à son rythme aussi et puis grandir grâce à l'autre. Il y a vraiment toute cette partie collective, hein. C'est vraiment très très important aussi dans ces méthodes-là. Donc il y a un soutien, il y a vraiment une solidarité qui se crée aussi. Et on prend l'enfant comme il est et on en fait des merveilles parce qu'on va chercher ses talents. Oui, c'est ça. Plutôt que lui imposer, tu dois avoir ces talents-là, ce qui est un peu le cas. Oui, il y a très peu de notes, très peu de devoirs, voire pas de devoirs. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important parce que je considère qu'un enfant qui est bon, il n'a pas besoin de faire davantage puisqu'il est déjà bon. Et un enfant qui l'est moins, ça peut le mettre encore en difficulté, à nouveau, une fois sorti de la classe, puisqu'il faut refaire des exercices complexes pour lui. Donc, je sais que les parents sont attachés aux devoirs écrits, mais c'est vrai que tout ça peut se discuter. Tu as des exemples d'applications, alors évidemment en dehors des écoles Montessori, mais d'applications dans le service public Il y a quelques classes qui aménagent des petits espaces qui permettent justement ce travail en groupe. Ça se fait de plus en plus. J'entendais justement aussi que certaines écoles font classe dehors. Donc c'est quand même j'ai le cas chez moi. Voilà, de se développer en forêt ou au parc. Donc oui, il y a vraiment cette envie. Après, il y a aussi des difficultés aujourd'hui entre la Finlande et la France. C'est pas la même culture. C'est la même culture. Et puis, il y a beaucoup d'enfants au sein d'une classe. Tout n'est pas encore adapté. La philosophie, les parents, l'état d'esprit, on a encore, si on veut aller sur ce chemin, en tout cas, beaucoup d'évolutions. Oui, il faut des classes moins chargées à faire. Alors, en tout cas, aujourd'hui, avec une classe qui a 25 enfants et qui... Et ça, c'est tout à fait logique d'inclure des enfants à besoins spécifiques, puisque cette loi, personne ne la remet en 2005 en question. Elle est tout à fait légitime. Derrière, comment on fait quand on est limité dans les capacités aussi pour gérer. Et donc, si derrière, il n'y a pas cette formation, cette culture différente, ça peut faire beaucoup quand même pour une mise en place auprès d'enseignants. Alors, tu m'amènes sur ma question suivante, justement, les difficultés du système éducatif actuellement. On entend beaucoup parler. Moi, je préfère parler de ce que je connais le plus. Bien sûr. Donc, finalement, l'enfance, mais à travers le métier de l'animateur ou de la SEM. Et c'est vrai que ce que je pense être difficile ces derniers temps, c'est la relation avec l'usager. La relation avec le parent, parce que c'est vrai que la société est assez anxiogène. Les parents sont de plus en plus inquiets. Les réseaux sociaux qui amplifient ces inquiétudes, puisqu'on a quand même des données qui vont vite, des données erronées, et donc ça, forcément, ça contribue à cette inquiétude. C'est devenu un petit peu plus difficile de travailler sans se sentir... finalement un petit peu soit jugé, soit épié, soit même, je dirais, confronté à des actions juridiques. Donc ça, je pense que c'est une difficulté. Les parents sont devenus très exigeants et on peut comprendre, mais derrière, ça perd un peu sa souplesse dans ces métiers où on a aussi besoin de laisser le truc évoluer, vivre et venir. Donc je dirais que c'est une difficulté.
La deuxième, c'est cette individualisation qui est très intéressante. On en parle dans le collectif. Par contre, encore une fois, c'est vrai qu'on a quand même... Alors, l'individualisation, c'est pour les enfants qui sont en difficulté? Ça va être toutes les situations avec des enfants qui auraient des besoins spécifiques. Donc, ça peut être des enfants en situation de handicap, mais pas que. Ça peut être des enfants qui ont aussi des traitements lourds, des troubles du comportement, des comportements en tout cas qui derrière nécessitent un accompagnement. Et puis, quelquefois, cet accompagnement, il n'est pas immédiat. Il peut prendre même du temps, puisqu'un dossier MDPH peut prendre 1 an. Et quand les enfants sont en maternelle, le temps que les choses se mettent en place, il faut gérer pour autant. Et donc, aujourd'hui, c'est comment on fait. Voilà. Quelle est cette limite, en fait, aux capacités, sachant que des formations sur l'inclusion, on ne peut pas dire que ce soit dans le cursus général des enseignants, on ne peut pas dire que, voilà, on est vraiment, dès l'entrée en poste, tout... Ils font comme ils peuvent. Oui, exactement. Et de la même manière, il y a peu de formation pédagogique. Peu de formation pédagogique, tout à fait. On arrive devant des élèves, on est un jeune enseignant avec pas d'expérience puisqu'on commence. Et en général, en plus, on se retrouve dans les endroits les plus difficiles. Alors là, il y a une réforme qui peut être intéressante. Enfin bon, je n'en sais rien, on verra. Mais c'est plus 5 ans pour accéder donc au poste d'enseignant. Bientôt, en tout cas, ce sera 3 ans, avec derrière 2 ans rémunérés et d'apprentissage. Donc ça peut peut-être justement faire évoluer les choses. Oui. Mais oui, cette individuation, voilà, est pas toujours simple en attendant, ne serait-ce que les AE stages dont on parlait tout à l'heure, une ASEM qui est dans une école avec une enseignante, il y a quand même 25 enfants. Un enfant en effet qui a tendance par exemple à se sauver ou à cracher, mordre, se comporter aussi violemment avec les autres. Donc quelquefois elles sont un peu démunies et donc c'est pas toujours simple. Donc voilà, ça c'est une deuxième difficulté. Après, on sait tous que des métiers comme ceux-là ont besoin d'être valorisés, passant par le salaire, une valorisation vraiment salariale qui est quand même intéressante et qui pourrait peut-être aussi redonner un souffle parce qu'on est quand même en pénurie, on est en perte de personnes souhaitant faire des métiers comme cela. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on pourrait... je pense vraiment voir évoluer une bonne fois pour toutes, lutter un peu contre cette précarisation. Il y a aussi la reconnaissance, peut-être d'une certaine manière. Il y a la valorisation par le salaire, on va dire, mais aussi par la reconnaissance, parce que c'est vrai que le métier de professeur en ce moment, plus tout le monde enseignant, là, puisqu'on est... Et pas mal critiqué par certaines personnes. On dit ils sont feignants, ils sont parce qu'on voit pas forcément tout le travail qu'il y a derrière, que ça soit de préparation, que ça soit de correction, Et il y a du coup un peu une dévalorisation aussi du métier qui, je pense que au début, par exemple au début du XXe siècle, l'enseignant avait un peu une aura, c'est pas pour dire que c'était mieux avant, c'est pas la question, parce que le monde a évolué et les rapports effectivement hiérarchiques ont évolué, mais c'est aussi une difficulté, je pense. Oui, c'est une difficulté. C'est sûr que les choses ont changé. Le rapport aux institutions a de toute façon déjà changé. Donc forcément, avec les acteurs éducatifs, tout à fait. Je trouve qu'on oublie vite. Parce que pendant le Covid, les gens se sont dit « Oh, dis donc, c'est pas si simple d'avoir nos enfants tous les jours, toute la journée à la maison, vraiment. » Et on valorisait davantage le métier. Mais après, on reprend évidemment nos habitudes. Donc oui, valoriser, c'est montrer aussi ce qu'on fait. Ce que les communes font, ce que l'éducation nationale met un peu en avant. Dans le journal, inviter aussi, faire rentrer ses parents dans l'école pour montrer toutes les choses qui sont réalisées, créer des actions communes, comme alors nous, on a utilisé un dispositif qui s'appelle la grande lessive, on l'a transformé un petit peu, elle s'appelle la petite lessive de Bois-Colombes, mais l'idée c'est d'exposer les œuvres des enfants ensemble avec justement l'éducation nationale et la ville,
pour que les parents puissent voir aussi tout ce beau travail. Alors ça, il y en a beaucoup, évidemment, des initiatives comme celle-ci. Mais la reconnaissance, c'est aussi de savoir dire ce que vous faites, c'est bien. Voilà. Oui. Et donc, c'est aussi à nous, en tant que responsables, d'aller souvent sur le terrain voir nos équipes et de leur dire ce que vous avez fait, c'est bien, bravo, et d'être fiers. Oui. Il y a aussi un autre problème, tu me disais 40% d'une classe d'âge d'adolescents ne va pas bien, donc un problème de santé mentale, dont on parle beaucoup d'ailleurs au niveau des adolescents, qui vient forcément impacter des difficultés en plus. Oui, c'est une grande cause nationale. C'est vrai que je lisais il n'y a pas longtemps qu'il y a presque 8% des petits, des 3-6 ans, qui auraient un éventuel problème de santé mentale. Et on est sur 35% de 18-25 ans qui estiment ne pas prendre assez soin de sa santé mentale et 56% qui disent rencontrer des troubles, que ce soit de l'insomnie, que ce soit du stress. Donc oui, c'est quand même... donc c'est pour ça que c'est un vrai lien avec ce que je disais tout à l'heure par rapport aux parents. Je veux dire, des enfants qui vont mal, des parents qui vont mal, une société qui va mal. Donc derrière ça, c'est compliqué aussi d'avoir ce lien de confiance, de sérénité. Mais en tout cas, on espère que ces méthodes, finalement, alternatives, ce développement de ces compétences, tout ça permettront d'aider tous ces jeunes à enfin sortir la tête de cette pression scolaire. Parce qu'on oublie aussi, il y a du harcèlement, on n'en a pas parlé parce que c'est vrai qu'il y a eu des transformations aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de prévention ces dernières années. Lutte contre les inégalités, contre le harcèlement. Mais il y a aussi cette pression scolaire qu'on oublie. Et cette notion de note, de challenge, de compétition qui pèse beaucoup, beaucoup sur nos enfants. Oui, sur les enfants. Oui. Alors, comment on peut améliorer ce système éducatif? Qu'est-ce qu'on peut faire, en tout cas, de ce côté-là? Alors, faire tout ce qu'on a dit sur les systèmes éducatifs, sur les méthodes éducatives, effectivement. Oui, ça, c'est par rapport aux enfants. Après, j'aime bien penser beaucoup aussi aux acteurs éducatifs et autant les enseignants ont une vraie protection juridique et un accompagnement psychologique que n'ont pas les animateurs ou les ASEM. Et ça, j'aimerais bien voir ça développer parce qu'aujourd'hui, ils peuvent être confrontés à un recueil d'informations sur de la maltraitance. Il faut savoir quoi en faire derrière. Ou des menaces, on l'a dit, des injures, des outrances aussi. Donc, pareil, comment derrière je me sens protégée, accompagnée avec ça. Enfin, beaucoup de facteurs, je pense, nécessiteraient aujourd'hui un accompagnement, mais pas à la demande, quotidien. Quelque chose qui serait instauré, un suivi régulier d'écoute, de psychologie, et derrière en tout cas de protection juridique, même si on sait très bien que déjà en tant qu'agent territorial, voilà, on est pris au sérieux lorsqu'on a une plainte à déposer. Mais avant ça, voilà. Donc ça, ce serait quand même... Et qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour attirer plus d'enseignants ? Parce que c'est une des problématiques aussi aujourd'hui. Oui, alors enseignants, animateurs... Animateurs, voilà, effectivement, tout ce que tous les intervenants dont tu m'as parlé, au sens large, pas que les enseignants. Oui, encore une fois, on a parlé de la valorisation, donc celle-ci, elle me semble essentielle. Ça passe par les salaires, ça passe par les statuts. On voit bien que les statuts d'AESH, c'est encore aussi compliqué, donc lutter contre cette précarité. Et puis, je pense qu'il faut que... La société... Tu peux nous préciser? Oui, alors c'est assistant pour les enfants en situation de handicap. Voilà, c'est ça, parce qu'on n'avait pas... Parce que c'est vrai que... Voilà. Et c'est vrai que si tout le monde se rend compte qu'on a besoin, que c'est essentiel d'avoir ces personnes au quotidien pour contribuer à faire grandir les enfants en plus des parents, déjà. Donc vraiment... redevenir dans la tête de tout le monde un acteur essentiel
Oui, c'est ça qui est compliqué, c'est que à l'intérieur, c'est au niveau du système qu'il y a des choses à changer, à revaloriser, et puis c'est aussi à l'extérieur, le regard. Donc, et en termes de conditions de travail, en termes de, de regard, il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'évoluer. Et puis s'il faut en arriver à limiter des capacités d'accueil parce que on perd justement le sens de ce qu'on fait et qu'on est finalement dans de la garderie et non plus dans de l'accueil de loisirs, et il faut aussi qu'on prenne des décisions importantes parce que un métier est fait pour répondre à une demande, une attente, un besoin, et il ne doit pas tout le temps être transformé. Oui, mais ça veut dire créer d'autres écoles, donc dans ce cas-là, peut-être, ou d'autres classes. Mettre plus de classes. Alors, je n'ai pas d'avis, moi, en tout cas, forcément, à émettre sur le nombre d'élèves ou de classes, mais si on a vraiment des moyens, mais pas que financiers, des moyens humains, mais quelquefois aussi, c'est de la mutualisation, c'est un aménagement différent. Si on modifie l'ensemble de l'organisation aussi au sein d'une école, que les uns avec les autres se coordonnent davantage, travaillent plus ensemble, se complètent, travaillent plus ensemble, c'est plus harmonieux. On se sent une équipe, on est soutenu, et quand il y a ça, il y a de l'ambiance, et quand il y a de l'ambiance, forcément, on est plus enclin à venir au travail. Donc voilà, c'est aussi ça qui est important. Tu me disais aussi qu'il y avait une perte de repères avec la multiplication des réformes. Années qui ont été très nombreuses, donc ça y contribue aussi, peut-être, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans des politiques court terme, donc chacun y va de sa réforme, et puis il repart vite en ce moment. Donc, un de mes anciens directeurs disait que faire et défaire, c'est travailler. Alors bon. C'est sûr, ça prend du temps. Ça occupe. Oui, c'est vrai que c'est je pense, très fatigant, en effet, de voir toutes ces évolutions qui n'ont pas de continuité. Il faudrait peut-être un plan à long terme et ensuite... Oui, en termes de méthodologie. Ensuite, le redescendre en moyen court terme, mais voilà. Mais on a des initiatives extraordinaires dans les écoles. Il y a des choses vraiment super qui se créent. Ce qui est embêtant, des fois, c'est qu'on a du mal à capter aussi le public un peu plus éloigné. C'est-à-dire que les parents qui auraient finalement davantage besoin de ce qu'on peut leur apporter, ont plus de mal à venir. Ils ont peur aussi des institutions à venir vers nous. Donc il y a aussi ça qu'il faut travailler. Donc c'est important avec les associations des parents, d'élèves aussi. De la confiance vraiment, à remettre, exactement. Tout à fait, oui, parce qu'il y a aussi de la défiance. Donc, vraiment travailler ça avec eux pour oublier personne, ça, c'est important. Et puis, de comprendre quels sont les besoins pour nous apporter des réponses. Parce que des fois, on pense, je prends l'exemple des écrans, les écrans, ce n'est pas l'outil le problème, c'est l'utilisation qu'on en fait. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment accompagner tout ça, accompagner toutes ces nouvelles technologies qui arrivent. Oui, parce que tu disais, c'est important. J'ai dit, c'est pas l'écran le problème, comme tu viens de dire, c'est ce qu'on en fait. Donc c'est là où à l'heure où on l'utilise, c'est comment on l'utilise, c'est comme avec qui on l'utilise. Voilà. Exactement. Alors, tu nous as apporté 2 livres. Alors, un peu particulier, on va commencer par celui-là parce qu'on en a parlé. Oui, tu nous as apporté le projet éducatif territorial de Bois-Colombes, je le montre, pour nous montrer un peu ce que vous faites. Donc, effectivement, c'est le projet. Tu as quelque chose que tu veux rajouter sur ce projet? C'était une petite pointe, un clin d'œil, une petite pointe d'humour. Mais en tout cas, il est consultable sur le site de la ville. Tout le monde peut le voir, tout à fait. Et puis, il illustre bien nos échanges, ces 60 pages qui illustrent tout ce travail collaboratif, transversal et très, très important entre partenaires au sein d'une école. On a les et plus que ça, puisqu'on a dit que c'était un 0,25. Il y a aussi plein de choses intéressantes, peut-être pour les parents. Est-ce que les parents le connaissent bien et vont le voir? Alors, bien, jamais assez. C'est un projet qu'il faut sans cesse rappeler, bien sûr, dans toutes les instances. Mais en tout cas, c'est le rôle aussi du pilote, de continuer. De faire de la communication sur le projet. C'est vraiment ça l'idée, c'est de le faire vivre. Parce que le créer, c'est une chose. Et l'évaluer aussi, mais au milieu. Il faut lui donner vie, il faut vraiment sans cesse le mettre en avant. Donc, c'est
c'est ce que c'est, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister et c'est important pour nous. Oui. Et donc, tu nous as apporté donc, de Maria Montessori, l'éducation et la paix. Hein, bon, tu restais dans le classique. Voilà, parce qu'on en a parlé, mais c'est important de revenir au classique. Tu veux nous en dire un mot? Oui, alors c'est le sujet qui m'a semblé être malheureusement d'actualité, hein, cette notion de paix. Bon, Maria Montessori, on oublie, mais même dans nos écoles publiques, on utilise des notions qu'elle a impulsées. Je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant. Et puis, elle a écrit tout ça dans une période de guerre aussi. Et aujourd'hui, bon, bah, malheureusement, elle nous dit beaucoup de choses intéressantes, mais qu'on n'a pas encore su mener parce qu'elle considère que cette paix, il faut qu'elle soit durable, mais il faut surtout qu'elle soit universelle et que bah, chaque pays, accompagne les enfants vers ça. Puis on y retrouve beaucoup d'éléments de ces propositions. Donc, on voit vraiment cette notion d'expérimentation à l'intérieur de cet environnement. Donc, je trouve qu'il est simple, facile. Et puis, il y a un petit peu toutes ces notions sans oublier son objectif, parce qu'il s'agit de conférences. Là, c'est un recueil de conférences. Son objectif, d'arriver à une paix universelle. Intéressant et d'actualité. Le travail. Alors, où peut-on te retrouver? À la ville de Bois-Colombes. Oui. Et sur LinkedIn également. Voilà, je n'ai pas d'autres. Et puis par téléphone, si on passe par le standard de la ville. D'accord, et qu'on veut te parler et qu'on a des choses à te proposer. Avec plaisir. Alors maintenant, j'ai la boîte. La boîte pour tirer donc un nombre. Alors l'idée, là, c'est qu'on est dans le hasard et l'imprévu. On va tirer un nombre de 1 à 9. Et puis avec le chiffre que tu trouveras, tu nous diras ce qui te vient à l'esprit. Alors en lien, soit avec les sujets dont on a parlé, ta carrière professionnelle ou même le monde professionnel au sens plus large. Donc voilà, je te laisse tirer. Attends, on a pas Alors, le 5. Si on reste concentré sur notre sujet, c'est vrai que 5, c'est les 5 jours de la semaine. C'est donc un rythme sur un temps pour les enfants. Donc, ça permet d'établir un programme, de travailler ensemble sur ce que j'appelle moi une session, mais en tout cas une semaine, alors que ce soit de vacances en extrascolaire où on a justement le temps de développer avec les enfants un projet, des actions, des activités, ou bien la semaine, puisqu'on a bien fait la réforme des rythmes scolaires, c'est juste sur une semaine. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé, il y a tellement de sujets qu'on a. Je dirais ça. Voilà. D'accord. Et pour terminer, est-ce que tu as un mot, quelque chose que les gens veulent garder en tête Surtout que ce sont des métiers passionnants. Voilà. Des métiers passion, des métiers vocation, on appelle ça un peu comme on veut. Et que c'est important qu'on garde le sens, en fait, de ces métiers, le cœur, cette éducation populaire, c'est cette envie, ce volontarisme. Donc, c'est vrai que toute cette professionnalisation, elle est bien, toutes ces réformes, toutes ces avancées, toutes ces formations, mais je ne voudrais pas qu'on perde non plus dans ce cadre strict, cette joie, cette envie, cette créativité, tout à fait, pour être aussi dans un environnement propice au développement justement de ces fameuses compétences sociales. Merci Delphine pour ce beau mot de la fin. Merci. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission de Vision, un monde du travail en mutation.